New York et pour lui, il est 8 heures du matin, donc c'est un petit peu tôt par rapport à nous. Un tout grand merci à toi, Grégory, d'avoir accepté de jouer le jeu avec nous une fois de plus. Grégory, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est Chief Economist, directeur général également, donc chez Oxford Economics. Il a eu différentes fonctions, il en a encore qui sont d'application aujourd'hui, notamment chez The Hill depuis 2018. Il est également member of the board à la National Association of Business Economics. Il est également présent à la mairie de New York, si mes souvenirs sont bons, dans le management et dans tout ce qui touche également au budget. Et donc aujourd'hui, nous avons l'occasion et la chance de l'accueillir pour nous parler d'un sujet qu'on avait un petit peu déjà évoqué ensemble durant l'été. C'est donc un coup de chaud à la fin de l'été. Quelles sont les perspectives de santé, d'inflation et de croissance pour l'économie américaine? Donc je te propose, Greg, peut-être de commencer immédiatement et les autres nous rejoindront donc en cours de séance. Ok, voilà, super. Merci à toi. Merci beaucoup Didier. C'est toujours un plaisir de partager nos perspectives économiques. Donc voilà, l'écran est bien partagé? Oui, parfait. Oui, parfait. Donc, comme tu le disais, j'ai pour objectif en fait de décrire un peu la situation économique aux États-Unis et décrire la situation en matière de santé, d'inflation et de croissance parce qu'on est à un moment assez critique pour l'économie américaine, un moment qui nécessite une attention, je pense, toute particulière par rapport à ce à quoi on s'attend dans les mois qui viennent. Alors, avant de commencer à discuter de nos prévisions, je pense qu'il est toujours important de savoir où l'économie américaine se situe en matière de reprise économique. Et un des éléments très intéressants par rapport à cette économie américaine, c'est le fait qu'on soit déjà au-delà du PIB américain d'avant la crise. C'est-à-dire que en l'espace d'une année, l'économie américaine a repris toutes les pertes en matière d'output qui avait eu lieu pendant la crise du Covid. Et déjà, au deuxième trimestre, le PIB américain était plus grand que ce qu'il était avant la crise du Covid. Alors, on s'attend à avoir un ralentissement de croissance au cours du troisième trimestre. On a vu une troisième vague d'infections au sein des États-Unis. On a aussi vu et on continue à voir des problèmes d'approvisionnement, des problèmes de chaîne de production qui ont ralenti la croissance au troisième trimestre. On verra les chiffres d'ici la fin de la semaine en matière de croissance au troisième trimestre, mais on s'attend à ce qu'on ait une croissance relativement faible. Mais cela étant dit, si on compare la reprise économique de la crise du Covid par rapport à celle de la crise financière de 2008-2009, on est dans un cas de figure tout à fait différent, avec une reprise qui a été très très rapide, une crise qui a duré l'espace seulement de 2 mois, une des crises les plus courtes de l'histoire des États-Unis, mais une crise qui a été extrêmement profonde et pour laquelle le rebond a aussi été très rapide. Alors la question c'est comment va se développer l'économie américaine dans les trimestres qui viennent. Là, on s'attend à ce qu'on ait une reprise qui ait encore pas mal de jus, pas mal de peps, et ce jusqu'à la fin de 2022, donc une économie qui devrait retenir un certain momentum jusqu'à la fin de l'année prochaine. Alors, je pense que la dernière fois, lorsque j'avais présenté nos prévisions, j'avais commencé par une perspective de santé. Et là, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'illustrer en fait les différentes composantes en matière d'infection au sein des États-Unis. Et ici, on voit clairement les différentes vagues d'infection qui ont touché les États-Unis. On a eu d'abord cette première vague qui a touché le nord-est des États-Unis, New York, le Massachusetts et d'autres États dans le nord-est. Puis on a eu cette vague en fin d'année 2020 qui a touché pratiquement tous les États, mais en particulier les États du Sud. Et puis alors, on a eu plus récemment, ici à la fin de l'été, fin juillet, début août, cette troisième vague qui était assez grave d'ailleurs, qui a encore une fois touché les États du Sud, qui sont les États les moins vaccinés, mais qui a aussi touché certains États qui n'avaient jusqu'auparavant pas encore été fortement touchés, dont l'Alaska qu'on peut voir ici, qui sort un peu du lot. Alors, ce qui est positif, c'est que cette vague d'infection a été relativement courte par rapport aux autres vagues qu'on avait connues précédemment. Et on est dans l'environnement actuel, dans un environnement où on continue à avoir
une diminution du nombre de nouveaux cas à travers les États-Unis. Et les États qui sont le plus vaccinés voient un effet encore moindre par rapport au reste des États. Alors, l'autre élément qui est important à souligner, c'est que ce n'est pas seulement une question d'infection, mais aussi une question du nombre d'hospitalisations. Le fait que les vaccinations se soient bien déroulées à travers les États-Unis ont fait que au final, on a un nombre d'hospitalisations qui est moindre et peut-être de manière plus importante, même si on a quand même un nombre d'hospitalisations qui est important, on a un nombre de décès qui reste relativement faible. Le ratio décès par rapport aux hospitalisations est nettement inférieur à ce qu'il a été au cours des 2 vagues précédentes. Donc on est dans une situation dans laquelle on a une amélioration de la situation sanitaire aux États-Unis, une réduction du nombre d'hospitalisations et une réduction du nombre de décès. On est quand même toujours dans un environnement dans lequel il y a 1500 décès par jour dus au Covid aux États-Unis, ce qui reste un nombre très élevé, mais nettement moindre que ce qu'il a pu être par le passé au cours des premières et deuxièmes vagues, où on avait du 2500, 3500 décès par jour. Alors, c'est une situation qui est positive, c'est une situation qui est en particulier liée au niveau de vaccination aux États-Unis. Donc on a eu cette vague de vaccination qui a été très impressionnante. Au pic, en mars et avril de cette année, on vaccinait à peu près 3,5 millions d'individus tous les jours. Donc c'était un chiffre qui était assez impressionnant. Et puis on a vu ce rythme de vaccination qui a rapidement baissé. On est descendu à un moment à pas loin de 500 000 vaccinations par jour. Et là, récemment, ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin de l'été, avec cette recrudescence du nombre d'infections et le mandat Biden, mais aussi les mandats des différentes autorités régionales qui indiquent que les employés doivent être vaccinés, on a vu cette recrudescence du nombre de vaccinations journalières. On est maintenant aujourd'hui autour des 1 million de doses qui sont délivrées chaque jour. Donc, un taux qui est relativement positif à ce stade de la vaccination, et en particulier parce qu'on a vacciné à peu près 70% de la population américaine. C'est un peu inférieur à ce qu'on connaît en Belgique. Je pense qu'en Belgique, on n'est pas loin des 75% de la population totale. Alors, ce sont des chiffres qui sont encore relativement faibles. On a quand même pas mal de résistance aux États-Unis, en particulier dans les États du Sud, par rapport à tout ce qui est vaccination. Mais si on prend au lieu de prendre la population totale, on prend la population adulte, alors on arrive dans les 80%, ce qui est très intéressant. Et comme j'en discutais avec Didier il y a quelques minutes, on est en train de voir la possibilité d'une vaccination des enfants de 5 à 11 ans dans les semaines qui vont suivre. Pour le vaccin Pfizer et Moderna, les tests ont prouvé que le vaccin était effectif et non dangereux. Et donc, je m'attends à ce que dans les semaines qui viennent, on voit une augmentation du nombre de vaccinations par rapport à la population totale qui continue à augmenter et qui va probablement faciliter et aider la reprise économique, puisque on le sait, une des restreintes principales par rapport au marché du travail est le fait que les enfants ne soient pas entièrement à l'école, ou s'ils sont à l'école, que les horaires ou que la flexibilité des écoles ne soit pas la même que ce qu'elle était avant la crise du Covid. Alors, je parlais d'un ralentissement économique au cours du 3e trimestre. Alors, on a, c'est vrai, eu ce ralentissement lié à cette 3e vague d'infection Covid, lié à ces problèmes de chaîne d'approvisionnement. Mais les dernières données, là c'est notre Recovery Tracker qui est fait de manière hebdomadaire, les dernières données montrent une accélération de la reprise économique au cours de la fin du mois de septembre et en début octobre. Donc une accélération qui est assez intéressante puisqu'elle est marquée par, d'une part, l'amélioration de la situation sanitaire et d'autre part, par une recrudescence de tout ce qui est mobilité, donc le nombre de voyages que les gens effectuent, le nombre de gens qui commutent pour aller à leur lieu de travail, et aussi une augmentation de la demande et de l'offre. Donc, tous les différents éléments de l'économie américaine sont en train d'accélérer après ce plateau qu'on a pu observer au cours du mois de fin juillet, août et septembre. Donc un environnement qui est plutôt positif en matière de fin de l'année 2021 et des perspectives plutôt intéressantes par rapport à 2022.
Alors, quelles sont les différentes composantes de l'économie américaine? Mais on a un marché du travail qui continue de fournir des résultats plutôt positifs, mais encore une fois, on a vu ce ralentissement de croissance d'août et au cours du mois de septembre. On a eu des chiffres qui étaient positifs, qui en temps normal seraient très bons, puisque en temps normal, l'économie américaine ajoute à peu près 200 000 nouveaux emplois chaque mois, mais on n'est pas dans une situation normale, on est dans une situation où on a toujours un manque à gagner d'environ 5 millions d'emplois par rapport à la période d'avant Covid, et donc des chiffres de l'ordre de 194 000 nouveaux emplois au cours du mois de septembre sont assez décevants lorsqu'on a encore 5 millions d'emplois à récupérer pour revenir simplement au niveau d'emploi d'avant Covid. Alors ces 5 millions d'emplois, c'est beaucoup et c'est d'autant plus que si l'on regarde la tendance de l'emploi, donc à peu près en temps normal, l'économie américaine ajoute environ 2 millions d'emplois par an. Si l'on rajoute, disons, 3 millions d'emplois, puisqu'on a eu 18 mois depuis le début de la crise, par rapport à la tendance d'avant Covid, on a un manque à gagner d'environ 8 millions d'emplois, donc un manque à gagner qui est d'autant plus large. Et donc on s'attend, lorsqu'on regarde les perspectives pour le marché de l'emploi américain, on s'attend à avoir une réaccélération de la croissance de l'emploi qui sera liée justement à cette amélioration de la situation sanitaire et au cours de l'année 2022 à des problèmes de chaîne d'approvisionnement et des problèmes d'emploi, d'offres d'emploi qui devraient s'amoindrir dans les mois qui viennent. Comme je l'ai expliqué, une des causes principales qui restreint le marché de l'emploi et qui restreint la croissance de l'emploi est celui de l'offre de l'emploi, puisqu'on a toujours cette peur du virus, on a toujours 1500 personnes qui décèdent chaque jour du virus, on a toujours ces écoles qui, bien que pour la majorité elles soient ouvertes, ne sont peut-être pas ouvertes de la même manière qu'elles l'étaient avant et ont tendance à être rapidement fermées dès qu'il y a plusieurs cas ou dans certaines écoles, un cas suffit à fermer la classe ou à fermer l'école. Alors, cette amélioration du marché de l'emploi, on l'a vu, elle continue à travers des gains en matière mensuelle, mais on a aussi une réduction en continu du taux de chômage. On a un taux de chômage qui est de l'ordre de 4,8% au mois de septembre. On s'attend à ce que ce taux de chômage descende vers 4,3, 4,4% en fin d'année 2021 et qu'il descende sous la barre des 4% en 2022. Alors, pour donner une référence, avant la crise du Covid, le taux de chômage était de l'ordre de 3,5%, ce qui était un record au cours des 50 dernières années. Donc un taux de chômage en dessous de 4% reste un taux de chômage qui est assez positif. Comme je le disais, il restera encore pas mal d'efforts à faire afin de récupérer l'état du marché du travail d'avant la crise du Covid, mais on le voit, les indicateurs en matière de taux de chômage restent assez positifs. On continue à voir une réduction du taux de chômage, une réduction du taux de sous-emploi qui inclut les gens qui travaillent à temps partiel ou qui inclut les gens qui n'ont plus cherché de boulot parce qu'ils n'avaient plus d'espoir de retrouver du boulot. Alors, si l'on ajoute les deux années, donc 2021 et 2022, on s'attend à avoir à peu près 10 millions, légèrement au-dessus de 10 millions d'emplois qui vont être créés. On avait déjà eu, comme je l'ai montré dans l'exemple précédent, une reprise qui avait déjà eu lieu partiellement au cours de 2020. Pour donner une référence, en mars et avril 2020, on a perdu à peu près 22 millions d'emplois aux États-Unis. Et donc, on s'attend à ce que, au cours de l'année 2021 et 2022, on récupère à peu près 10,5 millions d'emplois, ce qui reste un chiffre très positif, mais un chiffre qui va quand même mettre pas mal de temps à ce qu'on revienne au niveau d'emploi d'avant Covid. Et là, j'ai mis en perspective deux tendances différentes, donc le niveau d'emploi d'avant Covid et la tendance sur le marché de l'emploi, donc la croissance sur le marché de l'emploi d'avant Covid. Et on voit qu'aujourd'hui, il nous reste à peu près, encore une fois, comme je le disais, 5 millions d'emplois à récupérer avant d'arriver au niveau d'emploi d'avant Covid. Et on s'attend à ce qu'au cours
des prochains 15 mois, on récupère ces 5 millions d'emplois. Donc c'est encore 15 mois assez pénibles, assez difficiles, et on s'attend à ce qu'en fait la tendance sur le marché de l'emploi soit inférieure à ce qu'elle était avant, puisqu'on ne récupère pas la tendance d'avant Covid. Alors, un élément qui est important à souligner ici en matière de marché du travail, c'est que un certain nombre de contraintes sur le marché de l'emploi vont continuer à affecter l'offre de travail. J'ai discuté précédemment du virus qui reste une des contraintes principales. Il y a aussi tout ce qui est éducation, donc tout ce qui est scolarité pour les enfants. Il y a aussi il y avait jusqu'au début septembre tout ce qui était allocation de chômage qui réduisait l'offre de travail, puisque les allocations de chômage aux États-Unis ont été assez généreuses, en particulier pendant la première phase de Covid. Elles ont permis à de nombreuses familles d'éviter de devoir puiser dans leurs réserves, puisqu'on avait des allocations de chômage fédérales qui étaient de l'ordre de $600 par mois, qui venaient s'ajouter aux 300 par semaine, excusez-moi, $600 par semaine qui venaient s'ajouter aux $300 en moyenne que les États donnaient. Donc une famille moyenne recevait à peu près $900 par semaine d'allocation de chômage, ce qui fait quand même $3 600. S'il y a 2 personnes qui ne travaillaient pas, ça revenait à $7 200 par mois, ce qui est un niveau très élevé, en particulier par rapport au niveau de revenus moyen aux États-Unis. Cette dynamique, en fait, reflétait le fait que le gouvernement américain a préféré mettre l'accent sur le revenu des ménages plutôt que sur l'emploi, et ce, en se disant qu'en fait, la flexibilité du marché du travail américaine était telle qu'il valait mieux subvenir aux besoins des familles à travers leurs revenus plutôt qu'à travers leur emploi. C'est une situation totalement différente de ce qu'on a vécu en Europe, où l'accent a été mis sur la préservation des emplois et moins sur la préservation des revenus. Alors, en matière de croissance américaine, on sait que le consommateur américain est le principal moteur de croissance. La consommation américaine représente à peu près 70, si pas un peu plus que 70% du PIB américain. Et on a une situation dans laquelle, encore une fois, on a vu cet effet de fatigue, cet effet de lassitude par rapport au virus, cet effet de peur aussi à la fin de l'été, où on a vu le sentiment, la confiance du consommateur fortement baisser au cours du mois d'août, au cours du mois de septembre, et cette hésitation par rapport aux dépenses, que ce soit les dépenses traditionnelles ou les dépenses en matière de voyage, en matière de tourisme, en matière de restauration, qui ont fortement baissé, dû à ce sentiment qui était assez négatif par rapport à ce virus qui est revenu. Ça, c'est l'élément négatif. L'élément positif, encore une fois, c'est que le revenu disponible des ménages américains reste de loin supérieur à ce qu'il était avant Covid. Il est d'ailleurs en ligne avec la tendance d'avant Covid, ce qui est assez impressionnant. C'est-à-dire que les différentes aides gouvernementales, qui sont les barres en couleur plus légère, le rose, le jaune et le bleu, indiquent toutes les différentes mesures qui ont été mises en place pour supporter le revenu disponible américain, pendant que les barres plus foncées, donc en particulier les salaires, ont été fortement négativement touchés. On a eu tous ces différents plans qui ont été mis en place et qui ont permis de subvenir aux besoins des familles et qui continuent, encore une fois, à subvenir aux familles américaines. Alors, ces aides ne sont pas indéfinies. On est dans un environnement où il n'y a plus d'allocations de chômage d'urgence, donc les allocations fédérales ne sont plus en place. On est dans un environnement où il n'y aura plus de chèques qui vont être envoyés vers les familles. On peut le voir ici, les chèques sont les parties en rose qui ont été envoyées vers les familles. Donc on a eu des réductions d'impôts, mais qui étaient envoyées directement aux familles, qui étaient de l'ordre de $1 200 au début, et puis $600 et puis $1 400. Donc on parle quand même de grosses sommes qui ont permis de subvenir aux besoins des familles et qui ont permis à ces familles de dépenser de manière assez régulière en temps de Covid. Et là, on a ce paradoxe au sein de l'économie américaine où, malgré une crise vraiment sans précédent, on a vu une recrudescence de la consommation de biens durables qui est vraiment sans précédent, puisque il y a 6 mois, en début d'année, on avait une consommation de biens durables qui était à peu près de 30% au-delà
de ce qu'elle était avant la crise du Covid. Donc on le voit, une crise très significative avec une réduction des dépenses de l'ordre de 20% pour les biens durables. Et puis après, cette reprise très, très impressionnante qui non seulement nous a permis d'être au-delà du niveau de consommation d'avant Covid en l'espace d'un mois, mais aussi d'être pas loin de 30%, si pas 35% au-delà du niveau de consommation de biens durables d'avant Covid en l'espace d'un an. Donc très, très impressionnant. Et puis c'est même au-delà de la tendance qu'on avait en 2017-2019, qui sont les petites lignes pointillées ici, tant pour les biens durables que pour les biens non durables. Donc les familles qui étaient en lockdown, qui ont eu toutes ces aides financières du gouvernement, ont pu dépenser assez librement sur des biens durables, des frigos, des fauteuils, de l'équipement pour faire la gym, des voitures, enfin plein d'équipements durables ou d'équipements non durables, c'est-à-dire tout ce qui est habillement ou autres biens non durables qui ont été consommés. Et cela inclut bien sûr tout ce qui est nourriture, puisque les Américains sont de grands friands de restauration, mangent beaucoup à l'extérieur, mais quand il y a eu cette crise du Covid, la consommation de nourriture à domicile a fortement augmenté. Alors, l'autre penchant, c'est les dépenses sur les services, et on a vu que là, on a eu un choc beaucoup plus marqué et une reprise qui s'est fait attendre, qui continue à se faire attendre. On n'est pas encore arrivé à un niveau de consommation de services qui est au-delà de ce qu'il était avant le Covid, et on est encore bien en deçà de la tendance qu'on avait d'avant Covid. Donc encore pas mal d'efforts à faire au niveau des services, et cette reprise de la consommation de services viendra à travers une amélioration de la situation sanitaire. Et comme je le disais précédemment, c'est une amélioration qui va prendre un peu de temps avant qu'on revienne dans une situation d'avant Covid. Alors, les finances des ménages américains restent assez favorables. Ce n'est pas seulement une question de revenus. Le revenu disponible, comme j'ai montré, est très élevé par rapport à ce qu'il était avant la crise du Covid, mais on a aussi un taux d'épargne qui est très élevé. Et ce que je montre ici, c'est l'épargne excédentaire, c'est-à-dire que c'est l'épargne par rapport à ce que les ménages américains mettent de côté en temps normal. Et on a une épargne excédentaire qui est de l'ordre de 2700 milliards de dollars. C'est plus que 10% du PIB, c'est à peu près 15% du PIB américain. Et c'est un coussin assez confortable en matière de réserve excédentaire. On s'attend à ce que les Américains dépensent une partie de cette épargne excédentaire au cours des mois qui vont venir, mais on ne s'attend pas à ce qu'ils dépensent tout. On s'attend à ce qu'ils dépensent probablement entre 10 et 15% de l'épargne excédentaire au cours des 6 prochains trimestres, ce qui devrait fournir, encore une fois, de l'énergie et du support à la croissance américaine au cours des prochains mois. Alors, lorsqu'on met tout ça ensemble, tant la reprise du marché de l'emploi que la croissance de la consommation, on s'attend à voir une croissance de la consommation cette année qui sera une des plus fortes qu'on ait connue depuis la Deuxième Guerre mondiale, une croissance de l'ordre de 7,9%, donc pas loin de 8% en 2021, et une croissance qui restera assez soutenue en 2022, puisqu'on a à la fois ce marché du travail qui continue à reprendre, et on a aussi ces finances du secteur privé qui restent dans un état très favorable, et donc qui devraient supporter cette croissance de l'ordre du 4% en 2022, et qui à la fois, comme la consommation américaine représente à peu près 70% du PIB américain, devrait soutenir une croissance de l'économie américaine dans son ensemble au cours de 2022. Alors, l'autre élément qui est assez intéressant aux États-Unis, c'est le marché de l'immobilier. On a eu, comme dans beaucoup d'autres pays à travers le monde, un désir de relocalisation, un revenu disponible qui était relativement élevé, et un environnement dans lequel l'offre sur le marché immobilier était relativement restreinte. Et donc, lorsqu'on combine une forte demande et une offre relativement limitée, on a vu une augmentation des prix sur les marchés immobiliers qui était vraiment sans précédent. On est dans un environnement dans lequel les prix de l'immobilier ont une croissance de l'ordre de presque 20% en base annuelle, ce qui est un record en matière d'inflation sur le marché immobilier. Alors, c'est une inflation relativement
positive en ce sens qu'elle est vraiment menée par une demande assez forte, mais c'est une demande qui n'est pas égalitaire. C'est-à-dire que c'est une demande qui est principalement axée sur les résidences à plus forte valeur, c'est-à-dire sur les résidences les plus grandes ou les plus luxueuses, puisque, on le sait aux États-Unis, ce sont principalement les familles à plus haut revenu qui ont pu épargner de manière plus forte. Les familles à plus faible revenu ont bien sûr vu un certain nombre d'aides, comme j'en parlais plus tôt, en matière d'allocation de chômage, en matière de chèques qui leur ont été envoyés, qui leur ont permis de subvenir à leurs besoins au cours de la crise. Mais ce sont les familles à plus haut revenu qui ont vraiment pu mettre de côté, puisqu'elles n'avaient pas cette possibilité de dépenser sur tout ce qui était services, restauration, voyage et autres. Donc cette reprise sur le marché immobilier a été aussi très très impressionnante. On le voit, un énorme choc en matière de vente de nouvelles maisons, de maisons existantes aussi, et puis une reprise très 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 rapide. Et au cours des derniers mois, on a vu un ralentissement de ce marché immobilier qui revient plus ou moins dans la tendance qu'il y avait avant la période du Covid. Et ce ralentissement est dû à plusieurs facteurs, est dû au fait que, de un, les prix sur les marchés immobiliers ont fortement augmenté, 20% en termes annuels, c'est énorme. On a aussi vu plus récemment une augmentation du taux d'emprunt hypothécaire, donc des taux d'intérêt sur les marchés financiers ont augmenté. Ce qui fait que, de manière générale, on a eu une augmentation du coût, tant en matière d'intérêt qu'en matière de prix sur le marché immobilier, ce qui a fait qu'on a vu un ralentissement de la demande pour de nouvelles habitations. Alors, l'élément qui est plutôt positif en matière de marché immobilier, c'est que cette demande très forte a mené à une augmentation de la croissance de la production, de la construction sur le marché immobilier. Et on a vu une accélération assez rapide aussi, peut-être pas aussi rapide que les ventes de maisons, mais relativement rapide en matière de reprise économique sur tout ce qui était permis de bâtir et début de construction. Donc beaucoup de chantiers aux États-Unis qui répondent à cette demande très forte en matière de marché immobilier. L'élément qui est plutôt intéressant et plutôt positif, je dirais, c'est que pas mal de gens font allusion à une bulle immobilière en ce moment, puisqu'on a vu une forte demande, mais je ne pense pas du tout qu'on soit dans le même type d'environnement que ceux qu'on a vécu en 2006, 2007, 2008, où là, il y avait vraiment une bulle immobilière. Et la raison principale pour laquelle je ne pense pas qu'on soit dans un environnement de bulle, c'est que si l'on regarde les fondamentaux de demande, de construction et d'emprunt, c'est-à-dire le niveau de dette aux États-Unis, on est dans des niveaux de dette très très faibles. On est à un niveau de dette, si on regarde l'endettement américain par rapport aux revenus disponibles, qui est dans l'ordre de 95%. Il y a 10 ans, donc on était en pleine crise financière, on était à du 130%. Donc on a eu une réduction de la dette des ménages américains par rapport à leurs revenus disponibles qui est assez impressionnante. Et on reste dans ces taux très faibles, puisqu'encore une fois, le principal euh, moteur de cette recrudescence de la demande sur le marché immobilier était ou venait des familles à plus haut revenu qui ont moins tendance à s'endetter pour pouvoir rentrer sur le marché immobilier, en particulier lorsqu'il s'agit d'une deuxième résidence ou d'une résidence plus grande en revendant la première résidence. Alors, le troisième pendant de l'économie américaine est bien sûr celui des investissements. Et je pense qu'on ne peut pas faire de présentation sur l'état de l'économie américaine aujourd'hui sans discuter de la situation des chaînes d'approvisionnement. Alors c'est une question globale, ce n'est pas une question seulement liée aux États-Unis, mais c'est une question qui touche particulièrement les États-Unis, puisque le fait que la consommation soit le moteur principal de croissance aux États-Unis fait qu'il y a une très très forte demande pour tout ce qui est chaîne d'approvisionnement, tant les chaînes d'approvisionnement domestiques que les chaînes d'approvisionnement internationales. Et ici, ce qu'on voit, c'est que en fait, ces chaînes d'approvisionnement ont été extrêmement stressées au cours de la période de post-Covid, tant sur le marché du travail qu'en matière de transport, en matière
matière de prix, on a vu ce stress augmenter et ce stress restreindre la demande, hein, puisque si on regarde un exemple classique des ventes de voitures, on est actuellement dans un environnement dans lequel aux États-Unis, on a des ventes de voitures qui sont de l'ordre de 12 millions en termes annuels. En temps normal, on est à du 17 millions. Et ce niveau de vente très faible est un niveau de vente qui ne reflète pas une demande faible, mais plutôt un manque d'offres. Et ce manque d'offres est directement lié à tout ce qui est problème d'approvisionnement en matière de semi-conducteurs qui, on le sait, affecte toute une série de biens à travers le monde. Alors ce stress est visible dans différents indicateurs. Ici, on a les indicateurs de PMI, c'est-à-dire les principaux vendeurs aux États-Unis qui indiquent que leurs chaînes d'approvisionnement, donc la partie grise ici, sont extrêmement stressées. On a des délais d'approvisionnement qui sont à des niveaux records d'un point de vue historique et ce qui ralentissent la production et donc ralentissent et freinent indirectement l'approvisionnement de la demande et donc ralentissent l'économie américaine. Et ça, c'est un des éléments principaux qui crée ce stress en matière de croissance économique et en matière d'inflation, puisqu'on va on va en discuter dans 2 minutes. L'inflation aux États-Unis est assez élevée, est à des niveaux qui sont historiquement très élevés et qui sont liés directement à ce problème de mismatch entre l'offre et la demande. Alors, cela étant dit, les investissements aux États-Unis restent assez positifs. On est quand même dans une dynamique dans laquelle on continue de voir une croissance de l'investissement aux États-Unis, de l'investissement des entreprises aux États-Unis qui reste assez fort, assez positif. On est dans un environnement de croissance de l'ordre de 15% en matière, en termes annuels pour la croissance des investissements aux États-Unis, mené principalement par tout ce qui est équipement, donc tout ce qui est grosses machines, tout ce qui est équipement de manière générale a été en très forte demande, mais aussi tout ce qui est propriété intellectuelle. Et ça inclut tous les développements, les améliorations en matière de productivité au sein des différentes entreprises. Donc on a vu beaucoup d'entreprises aux États-Unis, on l'a vu en Europe aussi, beaucoup d'entreprises aux États-Unis mettre l'accent sur la productivité et s'assurer que toute une série de procédures sont mises en place pour accélérer le potentiel d'investissement au sein des États-Unis. Alors, j'en discutais au début quand j'ai fait mon introduction. Je pense que un des éléments principaux qui différencie la reprise économique de la reprise globale est le fait que le gouvernement américain a mis en place des aides fiscales énormes. On a eu l'équivalent de 25% du PIB en matière d'aide fiscale aux États-Unis. C'est un chiffre qui est sans précédent. On parle de plus de 5 000 milliards de dollars en matière d'aide gouvernementale. Et ce n'est pas seulement une question de taille de ces aides fiscales, mais c'est aussi la rapidité avec laquelle le Congrès a fourni ces aides fiscales. Là, j'ai mis en comparaison le plan de relance post-Covid avec celui post-crise financière. On le voit en matière de vitesse à laquelle les différents programmes ont été mis en place. On est vraiment dans un environnement complètement différent, tant en matière de vitesse qu'en matière d'importance de ces différents plans de relance. Et ça, c'est la partie avant. On est maintenant dans une situation dans laquelle le Congrès est en train de délibérer sur un potentiel énième plan de relance avec un focus, une concentration sur tout ce qui est infrastructure et tout ce qui est croissance de plus long terme. Et on parle d'un plan qui pourrait être de l'ordre de 2 500 milliards de dollars additionnels par rapport à ce qu'on a déjà eu. Donc potentiellement encore pas mal de stimulus qui pourraient aider la croissance américaine. Alors, qui dit stimulus dit aussi une impulsion assez forte par rapport à la croissance américaine. Ici, ce que je note, c'est la contribution de l'élément fiscal par rapport à la croissance du PIB. On l'a vu en 2020, ces aides ont permis d'éviter une crise encore plus profonde, mais aussi de s'assurer une reprise assez rapide. Lorsque je montrais la consommation de biens durables, celle-ci est entièrement liée à une amélioration du revenu disponible. Et ce revenu disponible est arrivé, ou cette augmentation du revenu disponible est due presque entièrement
au fait que les aides gouvernementales ont été très fortes en 2020. Donc on voit cette impulsion fiscale qui était de l'ordre de 10% du PIB. En 2021, on a eu une réduction de cette contribution qui était négative de l'ordre de 2,5%. En 2022, malgré le potentiel qu'on ait encore plus de stimulus dans les années qui viennent, on va avoir un effet assez négatif de l'ordre de moins 6% par rapport à l'impulsion fiscale aux États-Unis, puisque, comme je l'ai dit plus tôt, un certain nombre d'aides fiscales ont expiré ou viennent à expiration, que ce soit les allocations de chômage supplémentaires, que ce soit les chèques qui ne vont pas être renouvelés. Cela va mener à une impulsion négative en 2022, qui sera plus négative qu'en 2021. Mais je pense que le secteur privé va pouvoir reprendre le flambeau en matière de croissance et continuer à driver cette croissance américaine positive. Alors, les risques en matière fiscaux sont assez négatifs, c'est-à-dire on a 3 éléments qui sont clés à observer au niveau de l'économie américaine. On a ce besoin de passer un budget pour l'année 2022, l'année fiscale 2022, avant le 3 décembre. Si on n'a pas ça, on aura ce qu'on appelle un shutdown du gouvernement, c'est-à-dire que tout le personnel non essentiel aux États-Unis n'est pas payé. Et on a toute une série de secteurs fédéraux qui sont mis en suspens, que ce soit les musées, que ce soit les parcs nationaux qui sont fermés si on n'a pas de budget d'ici au 3 décembre. On a aussi cette question du plafond de la dette qui est une question un peu idiote, mais c'est une obligation de soit de suspendre, soit de lever le plafond de la dette aux États-Unis de manière assez régulière. On devrait encore avoir ce besoin d'ici début décembre ou mi-décembre. Encore une fois, une question typiquement américaine liée à l'environnement politique qui est assez négatif en ce moment, mais qui pourrait encore créer une certaine tension au niveau des États-Unis. Et puis alors, le troisième élément qui est important et qui est reflété sur l'image de gauche, c'est que nous avons mis dans nos prévisions de base une hypothèse dans laquelle le gouvernement américain dépense environ 500 millions de dollars 500 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années sur un plan d'infrastructure et ajoute à ça à peu près 2000 milliards de dollars, encore une fois sur 10 ans et pas sur 18 mois comme on l'a vu précédemment, sur 10 ans. Donc un plan de relance qui est axé sur tout ce qui est éducation, soins de santé et investissement dans l'infrastructure humaine. Sans ces dépenses supplémentaires, on le voit, on peut avoir une croissance qui serait moindre de l'ordre de 0,7% en 2022 et moindre de l'ordre de 1,2% en 2023. Donc un risque plutôt sur le downside en matière de croissance américaine si on a moins de stimulus au cours de l'année qui suit. Alors, je ne pouvais pas terminer cette présentation sans discuter de tout ce qui était inflation. On a un environnement d'inflation qui est sans précédent, en tout cas au cours des 30 dernières années. On a une inflation américaine qui touche pas loin de 5,5%, donc une inflation assez élevée, tant en matière d'inflation totale qu'en matière d'inflation core, c'est-à-dire quand on enlève tout ce qui est dépenses énergétiques et dépenses en matière de nourriture. On est dans un environnement où l'inflation américaine reste relativement élevée. Et on s'attend à ce qu'il y ait une certaine continuité, une certaine persistance de cette inflation qui devrait continuer jusqu'au début 2022 et qui devrait refléter à la fois ce mismatch entre l'offre et la demande au sein des États-Unis, mais aussi cette augmentation des prix sur les marchés énergétiques, puisque comme en Europe, où on a vu cette augmentation assez impressionnante des prix du gaz naturel, des prix du pétrole, on a aussi aux États-Unis eu cet effet assez négatif et la contribution du secteur énergétique sur la dimension inflationniste était assez forte. Alors, pas mal de gens parlent de stagflation. Je ne pense pas qu'on soit dans un environnement tel que ce qu'on a vécu au cours des années 70.
Et ici, je le montre à travers un graphique que je pense assez simple. Un environnement de stagflation est un environnement où on n'a pas de croissance, ou très peu de croissance, et une inflation très élevée. Et si on reprend la fin des années 70 et le début des années 80, qui sont les points rouges sur ce graphique, on voit que c'est un environnement totalement différent par rapport à ce qu'on est en train de vivre. On est encore dans un environnement où l'inflation est principalement menée par la demande, une demande assez forte qui supporte cette inflation, et une offre qui met un peu de temps à répondre à cette demande, mais qui néanmoins continue à augmenter et continue à répondre à cette demande. Donc j'ai inventé cet acronyme MESSI, donc Moderating Expansion with Sticky Supply Driven Inflation, un petit jeu de mots qui normalement doit rester dans les esprits pour indiquer le type d'environnement dans lequel on est aujourd'hui. Dans cet environnement, la Fed est dans une position quelque peu fragile, quelque peu difficile, puisque on le sait, la Fed a adopté un cadre de politique monétaire plus souple juste avant la crise du Covid. Et elle fait face à un environnement qui est un peu spécial, puisqu'on a vu le marché du travail est loin d'avoir récupéré tous les emplois qui avaient été perdus pendant la crise. Mais l'inflation, qui est l'autre pendant du mandat de la Fed, est beaucoup plus élevée que ce que la Fed aimerait avoir. La Fed a un target de 2% en matière d'inflation. On a de l'inflation qui est, ça dépend des indicateurs, mais entre 4 et 5%. Et le marché de l'emploi compte toujours 5 millions d'emplois de moins que ce qu'on avait avant la crise du Covid. Donc comment balancer ces deux éléments du mandat? On s'attend à ce que la Fed annonce ici, d'ici la semaine prochaine, annonce la fin de son programme QE, la fin de son programme d'achat d'actifs, et que ce ralentissement du nombre mensuel d'achats se fasse au cours des 8 prochains mois. Donc d'ici la mi-2022, il n'y ait plus de rachat d'actifs. Mais on ne s'attend pas à ce que la Fed augmente son taux directeur avant décembre 2022. Les prévisions de la Fed elles-mêmes sont plus élevées que ça, mais nous, on s'attend à ce que dans un environnement où l'inflation devrait se modérer au cours des prochains mois, et dans laquelle le manque à gagner sur le marché de l'emploi reste assez fort, la Fed adopte une politique plus souple que ce qu'elle aurait adopté en temps normal. Et comme on le voit ici, les marchés financiers aussi s'attendent à ce que la Fed soit plus agressive en matière d'augmentation des taux. Les marchés financiers s'attendent même à 2 augmentations du taux directeur en 2022, ce qui, d'après nous, semble assez extrême en matière de raffermissement de la politique monétaire. Alors, je remarque ici, la légende n'a pas inclus Oxford Economics, mais la ligne bleue en bas de l'écran représente nos prévisions. Donc, pour conclure, en matière de croissance américaine, on a plusieurs dynamiques qui sont très importantes à retenir. On a d'abord une situation sanitaire qui s'améliore après une troisième vague qui a fait pas mal de dégâts. Un taux de vaccination qui continue aussi lui aussi à s'améliorer, et une augmentation du nombre des disponibilités des vaccins qui devraient continuer à soutenir cette amélioration de la situation sanitaire. On a des tensions en matière de chaînes d'approvisionnement qui sont aussi bien domestiques qu'internationales, et qui freinent la croissance, puisque ces problèmes d'approvisionnement mènent à une augmentation de l'inflation qui a un effet d'érosion sur la demande et la consommation au sein des États-Unis. Mais néanmoins, on a encore ces engins de croissance, tant en matière de finances du secteur privé qu'en matière de croissance de l'emploi, qui devraient continuer à soutenir la croissance de la consommation américaine et continuer à soutenir les investissements privés aux États-Unis à un moment où les aides fiscales vont être moindres. Donc, pour résumer, on s'attend à ce que la croissance américaine soit de l'ordre de 5%, légèrement au-dessus de 5% en 2021, et toujours très positive autour des 4,5% en 2022, avec encore une fois la consommation étant le moteur principal de croissance, beaucoup plus fort que ce qu'on a pu voir au cours de la décennie d'avant Covid, des investissements qui sont restreints
notamment en matière immobilière, puisque on le sait, le marché immobilier a déjà mangé son pain blanc. Et puis des dépenses gouvernementales qui restent nettement supérieures à ce qu'on a vu dans la décennie d'avant Covid, et une reprise des échanges internationaux, du commerce international qui devrait être similaire à ce qu'on a connu dans la décennie d'avant Covid. Donc voilà, avec ces dernières remarques, je suis disposé à répondre à toute question que vous pourriez avoir. Voilà, merci en tout cas pour Grégory pour cette belle présentation, cet éclairage, comme d'habitude, très très bien fait. J'ai une petite question, notamment on a beaucoup parlé d'aide. En Europe, on va aider pas mal de personnes au niveau énergétique. Est-ce que c'est également prévu aux États-Unis? Pas directement, non. C'est vrai qu'au cours des dernières semaines, on a pu voir différents gouvernements en Europe mentionner ces aides potentielles pour les différents ménages américains. J'étais justement en train de finir un article sur l'effet que peut avoir l'augmentation des prix énergétiques, notamment le prix du pétrole aux États-Unis. Et l'environnement dans lequel on est n'est pas excessivement néfaste pour les familles américaines. C'est-à-dire que l'augmentation du prix du pétrole devrait coûter à chaque famille, si on maintient ces prix, devrait coûter à chaque famille à peu près 250 dollars par an. Donc un choc qui est significatif, mais un choc qui ne devrait pas restreindre de manière excessive la consommation des ménages américains. Si on compare ça au PIB, on parle d'une réduction de la croissance de l'ordre de 0,1%. Donc pas énorme en matière de risque. On a aussi l'effet positif aux États-Unis, puisque les États-Unis sont, on le sait, un gros producteur de pétrole, notamment dans tout ce qui est gaz de schiste et pétrole de schiste. Et donc on a un effet positif. Lorsque les prix augmentent, de nombreux producteurs augmentent leur production et donc on a un effet positif sur l'investissement. Donc c'est pas seulement négatif aux États-Unis, on a les deux éléments, mais je pense pas qu'on va avoir des aides ou des subventions qui devraient aider à réduire le prix du pétrole. La pression se fait plutôt au niveau international, avec le président qui tente de mettre un peu plus de pression sur l'Arabie Saoudite ou sur les membres de l'OPEC pour augmenter leur production. Merci. On a également beaucoup parlé également de consommation. On était à un mois, jour pour jour, du Black Friday aux États-Unis. Est-ce que ce stress, malgré tout, de la consommation va être digéré? Est-ce qu'on va finalement consommer comme dans le passé avant Covid, ou bien est-ce qu'il y aura toujours encore des restrictions par rapport à cette dépense? Je pense que l'élément qui va être très intéressant pendant ces fêtes, parce que la saison des fêtes, comme tu le dis, commence généralement au Black Friday, qui est juste après Thanksgiving, et continue jusqu'à Noël avec différentes fêtes. La question principale va être une question d'approvisionnement. Un des éléments qui est incroyable aux États-Unis, c'est qu'on a dans les différents ports un énorme backlog de containers et de bateaux qui attendent d'être déstockés. Je pense que, si je ne me trompe pas, au port de Los Angeles et de Long Beach, on a pas loin de 150 gros cargos qui sont en attente et qui attendent d'être vidés pour être ensuite transportés aux différents centres de consommation au centre d'approvisionnement et puis au centre de consommation. Donc on a cette grosse question, et je pense que ce sera la question de l'hiver, c'est est-ce que l'économie américaine, ou à quel point ces problèmes de chaîne d'approvisionnement vont restreindre la croissance de la consommation. Puisqu'on le sait, la consommation est forte, la consommation est présente, mais l'offre n'est pas adéquate pour subvenir à cette consommation. Et c'est encore une fois un résultat de cette demande très très forte pour tout ce qui est bien durable, bien non durable. Et en particulier, on le sait, pendant la période des fêtes, ce sont principalement ces deux secteurs qui sont en forte demande. Alors, un des éléments qui est possible, c'est que les Américains qui ont plus de revenus disponibles vont mettre l'accent sur des cadeaux et sur des dépenses qui sont plus axées autour des services. Donc, tout ce qui est expérientiel. Donc, que ce soit aller voir un concert ou faire un voyage ou aller au resto, plus d'expériences plutôt que des biens durables qui risquent d'être
non seulement plus cher, mais aussi plus difficile à acquérir. Tu as aussi évoqué éventuellement de hausse en 2022 de la Fed. Est-ce que tu vois plutôt du 0,25 points de base ou bien plus ou finalement, quelle est la Nous, on tendance? s'attend à 25 points de base en décembre 2022 et on s'attend à 50 points en 2023. Les marchés financiers, ici en début de semaine, s'attendaient à 50 points de base en 2022, avec une première augmentation des taux en juin 2022. Et la raison pour laquelle je ne pense pas que ce soit ce qui va se passer, c'est que le programme d'achat d'actifs va être progressivement réduit au cours de 18 mois. Donc la Fed achète en ce moment 120 milliards d'actifs tous les mois. Et on s'attend à ce qu'au cours des 8 prochains mois, donc à un rythme de 15 milliards de dollars par mois, la Fed réduise ses achats d'actifs et qu'elle est finie d'ici juin, juillet. Je pense que ce serait extrêmement surprenant que la Fed augmente ses taux le jour où elle a fini ses achats d'actifs. Powell et d'autres au sein de la Fed ont indiqué à de nombreuses reprises qu'ils voulaient vraiment différencier ces achats d'actifs d'une augmentation du taux directeur. Donc, je pense qu'il va y avoir C'est une une bonne période nouvelle. Voilà. tampon entre les deux. Oui, ce qui est plus ça. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a une question pour Grégory? Voilà. Christophe Palette nous dit ceci. Quel est l'impact potentiel de la COP 26 sur l'évolution de la croissance, vu l'intérêt que porte Biden à ce sujet? Alors Biden a comme objectif de réduire les émissions des États-Unis de 50%, ce qui est un plan très ambitieux. Surtout dans l'environnement politique dans lequel il est. Donc si on regarde le Sénat américain, on a 50 démocrates et 50 républicains. Donc il faut toujours que tous les sénateurs démocrates soient d'accord entre eux pour qu'on puisse passer des projets de loi. Or, dans le plan de relance de Biden, le Build Back Better plan, qui sont en train de négocier maintenant au sein du Sénat et du Congrès, on a un sénateur en particulier, Joe Manchin, qui est très attentif au niveau de dépenses, qui veut réduire les dépenses et le plan de Biden. Et tout ce qui est question climatique reste un sujet très délicat, puisqu'il y a certains sénateurs qui ne sont pas d'avis qu'il faut dépenser de manière, qu'il faut être plutôt raisonnable plutôt que de dépenser trop sur le plan climatique. Donc on sait que la position américaine est assez délicate. Donc je pense qu'il faut faire attention à différencier le plan ambitieux de Biden, qui, à mon avis, il va vouloir mettre en avant au cours de sa visite européenne. Je pense qu'il part vendredi, d'abord pour le G20 à Rome et puis pour le sommet à Glasgow. Il va vouloir mettre ça en avant, mais je pense que les autres pays savent très bien qu'une grosse partie se joue maintenant au sein du Sénat, un Sénat qui est encore une fois divisé en deux de manière assez marquée. Et en matière de croissance, on peut avoir des effets positifs, même si on est dans une dynamique de réduction des émissions, on peut avoir un effet positif d'investissement dans toute une série d'énergies renouvelables ou de procédures qui sont positives pour l'environnement et donc avoir un effet qui est modéré par rapport au potentiel de réduction de croissance qui serait lié, encore une fois, à une tentative de réduction des émissions. Merci. Bon, ça fait 9 mois que Biden est aux commandes aujourd'hui, pratiquement aux États-Unis. Depuis son message d'investiture et son programme de départ, pour Oxford Economics et pour toi particulièrement, quel est votre sentiment et votre vision par rapport à ces déclarations faites il y a 9 mois? Est-ce qu'on est toujours dans la bonne direction ou où en est-on? Je pense qu'on est dans l'ensemble dans la bonne direction. On a une reprise économique qui est vraiment très impressionnante. On a un environnement international où les États-Unis reprennent une certaine position de leader, peut-être pas
celle d'avant l'administration précédente, mais toujours une position assez favorable, et une certaine forme de leadership en matière géopolitique. Donc je pense on est dans une dynamique plutôt positive, tant sur le plan économique que sur le plan politique, et une dynamique qui normalement devrait rester en place dans l'année qui suit. Une des questions qui est importante à souligner, c'est que d'ici un an, on va avoir les midterms, et donc on va avoir des réélections au sein du Sénat et de la Chambre des représentants. Et il se pourrait que les démocrates perdent l'une de leurs majorités, soit au Sénat, soit à la Chambre des représentants. Deux majorités qui sont très fragiles. À la Chambre des représentants, on parle de 3 représentants. Au Sénat, on n'en a pas puisque c'est 50-50. Donc, une situation politique qui est assez délicate, puisque Biden pourrait se retrouver dans une situation dans laquelle le Congrès républicain, et bien sûr, lui resterait démocrate, mais une situation dans laquelle il pourrait y avoir encore plus de tension que ce qu'on a aujourd'hui. Je ne sais pas si on a des questions pour Grégory. Vous pouvez donc utiliser la main levée ou éventuellement poser via le chat. En ce qui me concerne, Grégory, au niveau des secteurs d'activité, quels sont les secteurs d'activité en 2022 qui seront d'après toi les plus porteurs aux États-Unis? Alors, les secteurs qui seront les plus porteurs auront trait à tout ce qui est service. On en discutait avant le début de la présentation, mais d'ici au 8 novembre, on va avoir une réouverture des frontières et on va avoir une libéralisation du secteur des services avec cette amélioration de la situation sanitaire. Et je pense que les deux vont de pair. Donc, on s'attend à ce que 2022 soit vraiment une année assez forte pour tout ce qui est activité touristique, tout ce qui est restauration, tout ce qui est secteur aussi de l'éducation et des soins de santé, parce qu'un des paradoxes de la crise du Covid, c'est que bien qu'on ait eu cette demande accrue de soins sanitaires, on a vu une réduction des dépenses dans les autres secteurs, dans les secteurs non Covid. Et donc on s'attend à ce qu'il y ait une reprise aussi en matière de soins de santé sur les secteurs qui ont été un peu lésés au cours des 18 mois. Donc si je devais citer 3 secteurs, je dirais principalement tout ce qui est leisure, donc tout ce qui est tourisme, voyage, restauration, tout ce qui est soins de santé et tout ce qui est éducation. Ce seront à mon avis les 3 secteurs assez porteurs au cours de l'année 2022. Merci. Cécile avait une question pour toi. Cécile, il faudrait peut-être ouvrir ton micro. Alors, en attendant que Cécile ouvre son micro, j'ai encore une question de Christophe Panette. En termes de remboursement de la dette américaine, est-on dans une perspective de reconduction de la dette à perpétuité ou les républicains poussent-ils à une réduction remboursement malgré l'inflation? L'avantage avec un environnement inflationnaire tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est que le coût de la dette s'amoindrit. C'est-à-dire qu'il y a une certaine érosion naturelle du coût de la dette. Je ne pense pas qu'on soit dans une situation dans laquelle la dette américaine va s'amoindrir. On est dans une situation dans laquelle le déficit budgétaire américain va rester assez impressionnant. On a eu des dépenses gouvernementales et un déficit budgétaire en 2021 qui était de l'ordre de 2,8 milliards de dollars. L'année qui vient, on s'attend à un déficit de 1,4 milliard de dollars, donc on continue à ajouter à la dette. L'avantage, c'est encore une fois que l'inflation a un effet d'érosion sur le coût de la dette et que les taux d'intérêt restent assez faibles. Donc le coût de cette dette reste assez faible dans son ensemble. Très bien, ben voilà, malheureusement, Cécile a dû nous quitter. Je voulais également tout d'abord te remercier. Félicitations pour cette belle présentation. Comme d'habitude, je vais dire ça aujourd'hui, après quelques life size. On se retrouvera, j'espère, en janvier prochain, fin janvier, pour faire un nouvel état des lieux et un nouveau petit feedback également de 2021 et les perspectives de 2022. Merci également aux participants. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement n'ont pas pu être avec nous. Ils ont eu des problèmes aussi de connexion. Donc la vidéo, c'est bien été filmé et donc c'est Pierre Moquel qui s'est réalisé de ça pour Arcane 3, numéro 1, 2, 3. Voilà, c'est lui qui est notre number one également, donc au niveau de la communication. Un tout grand merci donc à vous tous. Merci Grégory. Passez une très belle journée puisque pour toi, elle va démarrer. Nous, on est en plein dedans, donc on va essayer de bien la terminer aussi chez Ecofin.
Voilà, une très très belle journée. Un tout grand merci à vous tous et à très bientôt, j'espère. Merci. Au revoir Grégory et au revoir à vous Merci. tous. Au revoir. Merci. Au revoir.